Bonjour à tous, ravi de pouvoir me connecter à vous à distance, même si ça n'est pas en temps réel, pour partager avec vous cette expérience inédite et je n'en doute pas passionnante dans les mains averties de mon associé et ami Pierre Vinicki sur les outils de la confiance tels que vous pourrez les appliquer au Cameroun, dans la région de Douala, à la construction de ce mécanisme tout à fait original que nous appelons le club de la confiance. Few words in English, since I know that some of you prefer to speak in English, perhaps, even if I'm sure all of you are bilingual. My name is John Crowley. I'm Associate Director of Trust Inside, and it's a really great pleasure to be able to address you from afar. I'm actually currently sitting in Spain, not in Paris, which is my usual location, on the occasion of this very innovative and really important exercise to present the tools of trust to you and to help you acquire the knowledge of how to use them in your particular context in order to build trust in the Douala region of Cameroon and thereby facilitate positive social transformations in many areas. J'en profite aussi, j'imagine Yvonne que tu es dans la salle, pour saluer mon ancienne collègue de l'UNESCO, Yvonne Matoutourou, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant de nombreuses années sur le programme de l'UNESCO pour la gestion des transformations sociales et dont je suis très heureux qu'elle nous accompagne avec Pierre, avec Trust Inside, pour cet exercice de constitution du club de confiance de Douala. Sur les outils de la confiance en tant que tels, je n'ai pas grand-chose à ajouter à l'expertise de Pierre, dont vous avez déjà très largement bénéficié, je pense, au moment où vous verrez cette vidéo. Ce que j'aimerais faire à titre de complément, ce que j'aurais fait si j'avais eu le plaisir d'être avec vous à Douala, c'est peut-être parler un petit peu plus de ce qu'on peut faire avec les outils de la confiance et de le faire avec la casquette du spécialiste des sciences sociales que je suis, mais aussi de l'ancien fonctionnaire international que je suis, avec le regard sur les objectifs du développement durable et sur leurs différentes déclinaisons en conditions nationales et régionales qui résultent de la prise en compte notamment des interactions entre les différents objectifs. Notre message fondamental est très simple. Pour la réalisation des objectifs de développement durable, la confiance est une variable intermédiaire incontournable. Variable intermédiaire au sens un petit peu technique des sciences sociales et des sciences humaines, c'est-à-dire que les variables ultimes qui commandent la réalisation des objectifs de développement durable relèvent bien sûr d'un contexte social, d'une configuration, d'une volonté politique, de ressources disponibles. Les objectifs, eux, étant ceux qui résultent à la fois de ce qui a été décidé par les instances internationales, à commencer par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, et qui a été ensuite filtré, adapté, contextualisé à travers des plans d'action nationaux, dont celui, bien sûr, du Cameroun, en dialogue avec les institutions des Nations unies. Mais entre ces deux niveaux, le niveau de la compréhension des situations nationales et le niveau d'application des agendas internationaux, il y a, comme toujours, des variables intermédiaires qui sont à la fois le produit de l'action et la condition pour que l'action se déploie et produise ses effets profonds, et les effets visés sont profonds, au sein de la société. En d'autres termes, la confiance se situe sur le chemin critique de réalisation des objectifs de développement durable. Les exemples sont nombreux et relativement évidents. Comment pourrait-on, par exemple, assurer la promotion de l'égalité des genres dans une société sans qu'il y ait au sein de cette société une confiance à la fois dans le sens de la proposition, c'est-à-dire une compréhension commune, acceptée, un espace de débat réglé, parce qu'il peut y avoir légitimement des désaccords et des débats sur toute une série de détails, sur le sens même de l'objectif, égalité des genres, et puis bien sûr une confiance notamment de la part des femmes, mais pas seulement. Les hommes peuvent être des obstacles à la réalisation de l'égalité des genres et donc doivent avoir confiance dans les mécanismes mis en œuvre pour réaliser celle-ci, sans quoi, consciemment ou inconsciemment, délibérément ou par l'effet induit de leurs actions ou de leur inaction, ils risquent,
c'est un constat banal, de créer les conditions de l'échec. Ce qui est vrai de l'égalité des genres n'est pas moins vrai de l'action sur le climat, de l'élimination de l'extrême pauvreté, de l'amélioration des conditions urbaines, et là j'énumère un petit peu au hasard tel ou tel des objectifs de développement durable. Mais bien sûr, au-delà des objectifs dans leur spécificité thématique, sectorielle, il y a aussi l'enjeu plus général de la constitution d'un système d'action dans lequel on puisse avoir à la fois une compréhension contextualisée des objectifs et de leurs enjeux, et une compréhension des conditions de l'action qui permet de mobiliser les ressources et les énergies au service d'actions qui sont à la fois pertinentes et compréhensibles, acceptables, susceptibles de susciter précisément cette confiance dans les conditions réelles de la société. Rien n'est pire, nous le savons, et pas seulement les acteurs professionnels du développement, que nous sommes à l'UNESCO, ou que nous avons été pour ma part à l'UNESCO, et que l'UNESCO continue toujours à être. Mais il est important de rappeler, même si c'est connu, à quel point il ne suffit pas de souscrire à des objectifs et d'essayer de les réaliser pour que ceux-ci se réalisent. La condition, la double condition, c'est à la fois cette compréhension des situations et cette capacité de suivre de manière fine, contextualisée, sur le terrain, les conditions effectives de sa réalisation par des indicateurs beaucoup plus riches que ceux dont le cadre des ODD lui-même est doté. Les indicateurs privilégient le quantitatif, privilégient le facile à mesurer, privilégient le standardisé. C'est normal, ça résulte de la Commission statistique des Nations Unies. Mais pour agir sur le terrain, il faut aller beaucoup plus loin que ces généralités et trouver des indicateurs qui s'ancrent dans la connaissance que les acteurs ont des sociétés, de leur société, et dans une compréhension très concrète des conditions de l'efficacité. Il ne faut pas avoir peur d'échouer si on veut réussir, et c'est à cet égard que les indicateurs sont à prendre au sérieux. Et de ce point-là, il me paraît particulièrement intéressant, dans le contexte de ce que vous êtes en train de faire pour comprendre l'arbre de la confiance, les habitus constitutifs de l'arbre, le rapport des habitus entre eux, la manière par laquelle les habitus renvoient à des racines qui correspondent à des contextes sociaux, à des apprentissages, à des inconscients, souvent dans la tête des agents, à la culture, donc, l'inconscient parmi tous, la culture, cette manière de voir le monde qui est tellement évidente qu'on n'y pense pas, sauf quand quelqu'un de l'extérieur dit « mais au fait, pourquoi vous faites ça ?» et qu'on se voit obligé de répondre à une question qui, d'habitude, ne se pose pas. On ne se demande pas pourquoi on le fait, puisque d'évidence, ça se fait. Je paraphrase en disant cela Pierre Bourdieu, et Pierre vous aura déjà expliqué, Pierre Vinicky, vous aura déjà expliqué que le terme habitus renvoie à ce cadre sociologique développé par Pierre Bourdieu, qui a été une grande influence dans la sociologie francophone, mais bien au-delà, pour aider à comprendre comment les résultats des processus sociaux peuvent être connectés à toute une série d'inconscients, au sens le plus large, qui ne sont pas que individuels. Le vocabulaire de l'inconscient est souvent renvoyé à la psychologie ou à la psychanalyse. Et bien sûr que les inconscients se manifestent dans le cerveau, dans l'esprit des individus. Mais l'apport de la sociologie bourdieusienne, qui est constitutif de l'apport et de la puissance des outils de la confiance que Just Insight développe, c'est de mettre l'accent sur les inconscients plus collectifs. Et vous aurez vu, je pense déjà au moment où je vous parle, que nos outils, les baromètres qui permettent de donner leur couleur caractéristique aux arbres de la confiance, peuvent s'appliquer aux individus, bien sûr, et il n'y a aucun tabou sur le fait que les individus peuvent être plus ou moins confiants, plus ou moins méfiants, défiants. Mais cette construction individuelle du rapport à la confiance a toujours un cadre social, et ce cadre social, surtout quand il est très concrètement institutionnel, qui s'inscrit non pas dans un arrière-plan très général, mais dans le cadre du fonctionnement d'une institution, qui peut être un employeur, qui peut être une territorialisation de l'action publique, c'est cette dimension collective
caractérise, au-delà de la somme ou de la moyenne des individus, une configuration dans sa durabilité, dans son épaisseur. Et j'en ferai une remarque méthodologique d'ailleurs. Quand on moyenne des baromètres individuels pour obtenir une représentation du collectif, on fait typiquement une approche de type sondage du point de vue mathématique. C'est-à-dire que pour saisir ce qui vaut pour une population large, on regarde ce qui vaut pour une population beaucoup plus petite, et donc plus maîtrisable méthodologiquement, qui est un sous-ensemble de cette population plus large. Et certains d'entre vous ont peut-être étudié cela, il y a des règles mathématiques qui permettent d'attribuer des valeurs de confiance, mais là au sens statistique du terme, aux estimations qu'on peut tirer d'une petite population quant aux caractéristiques d'une grande population. Et ces mathématiques nous rappellent que les petits échantillons, à condition qu'ils ne soient pas trop petits tout de même, et à condition de respecter la cohérence de l'approche statistique, nous donnent souvent des enseignements extrêmement précieux sur ce qui vaut pour des populations beaucoup plus larges, dont ces petites populations sont tirées. Donc tout cela étant dit, tout ça, c'était une longue parenthèse pour en arriver aux raisons pour lesquelles il me semble très important dans vos discussions de mettre l'accent sur l'un des objectifs de développement durable les plus difficiles à saisir, les plus négligés sans doute, précisément parce que les enjeux techniques sont complexes et qu'il est très fragmenté, il renvoie à plein de choses à la fois, qui est l'ODD numéro 16. Celui qui vise à promouvoir, pour des raisons qu'on comprend aisément, des sociétés d'inclusion, de paix et de justice. Or, c'est évident, cette société d'inclusion, de paix et de justice, ça n'est pas simplement un objectif en soi, c'est également une condition de réalisation de l'ensemble des objectifs. Comment éliminer l'extrême pauvreté dans une société qui ne serait ni inclusive, ni paisible, ni juste? Presque par définition, c'est impossible. Ce sont des conditions préalables nécessaires. Comment assurer l'éducation pour tous, des villes vivables, l'égalité des genres, la réduction des inégalités socio-économiques dans une société qui ne serait ni inclusive, ni paisible, ni juste? Mais encore faut-il se demander quelles sont les conditions de réalisation de telles sociétés. Les conditions conceptuelles, du point de vue des sciences sociales, qu'est-ce qu'on peut dire des mécanismes par lesquels se produisent ou pas la paix, la justice, l'inclusion, et puis les relations entre les trois termes, inclusion, paix, justice, qui ne sont ni synonymes ni totalement déconnectés les uns des autres. Et puis, bien sûr, à côté de cette compréhension d'arrière-plan, la compréhension très concrète des conditions d'action, ici et maintenant, dans telle ville, telle région, tel pays, quant à l'état actuel, où on en est sur le plan de l'inclusion, où on en est sur le plan de la justice, où on en est sur le plan de la paix, et sur les actions qu'on peut mettre en œuvre pour bâtir concrètement ces abstractions. Et c'est tout le défi. Comment rendre concret ce vocabulaire extrêmement abstrait? Et là, les outils de la confiance vont considérablement vous aider à opérationnaliser ce que les ODD, les cibles 6 et 7 de l'ODD 16, ceux qui portent les plus spécifiquement sur ces questions de justice et d'inclusion, ne font malheureusement que médiocrement. Regardez les indicateurs et vous verrez à quel point ils sont pauvres par rapport à ce qu'il s'agirait de faire. Et notre pari, qui est fondé à la fois sur des considérations fortes de sciences sociales et sur une expérience pratique forte de l'utilité de la mise en œuvre de ces outils, c'est que grâce à l'arbre de confiance, à ces baromètres et aux usages qu'on peut faire des deux pour créer les conditions de transformation des institutions, on peut, à côté des indicateurs défaillants des cibles 6 et 7 de l'ODD 16, ajouter des indicateurs contextualisés, ancrés dans le savoir-faire des agents, y compris le savoir-faire que vous acquérez en devenant familier de ces outils, en devenant des tisseurs, des praticiens des outils de la confiance, de telle sorte qu'au lieu que le vocabulaire de l'ODD 16 reste un peu vague et général, ça devienne une boussole concrète pour agir. Et on le fait là où on le peut, puisque sans l'engagement des acteurs, cet objectif n'est pas raisonnable,
Et donc on le fait là où il est possible, territorialement, de constituer ce maillage multi-parties prenantes, comme on dit, multi-stakeholder, de clubs de confiance qui mettent ensemble les acteurs de la vie publique, bien sûr, les institutions territoriales, les institutions de l'État, les acteurs de la société civile, les ONG au sens le plus large, y compris les organisations religieuses, les organisations universitaires, les acteurs de la vie économique, sans lesquels on a peu de chances de réaliser les dimensions proprement économiques de la justice et de l'inclusion qui sont d'une importance évidente, et puis bien sûr des acteurs internationaux qui sont déjà engagés en faveur de cette action, mais qui parfois n'ont pas les outils techniques, n'ont pas la prise sur les situations concrètes qui leur permettraient de réaliser concrètement ces objectifs. Donc tout ça pour dire à quel point ce que vous faites est important, à quel point je me réjouis, tout comme Pierre, que nous puissions lancer au Cameroun cette très belle initiative que nous poursuivrons, bien sûr. Là, vous participez à la phase de lancement, de démarrage, d'amorçage, comme on dit dans l'entrepreneuriat, mais ça ne vaut que si on est capable ensuite de pérenniser. Et pérenniser, ça suppose bien sûr des soutiens institutionnels, des soutiens financiers, mais aussi l'envie de faire de ceux qui, ayant été sensibilisés à la question et aux outils, se disent eh ben, il va falloir que je les utilise maintenant. Il va falloir que je me donne, avec d'autres, dans ma situation telle qu'elle est, la capacité de faire travailler la confiance à travers des outils techniques solides pour créer les conditions dans lesquelles la paix, la justice et l'inclusion dans mon pays, dans ma région, puissent se réaliser. Et pour cela, nous sommes avec vous. Merci beaucoup, très bonne réunion et au plaisir, j'espère, de vous rencontrer le moment venu au Cameroun. Bonsoir.